8000 km de long. Une largeur pouvant atteindre 15 km et reliant 11 pays africains, tous unis par un projet écologique d'une ampleur inédite. Voici quelques chiffres assez impressionnants d'une initiative que beaucoup appellent aujourd'hui le mur vivant ou encore la Grande Muraille Verte africaine. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont les enjeux et les défis de ce projet? Et qu'en est-il aujourd'hui, en 2024, de cette initiative lancée il y a plus de 15 ans? Vous inquiétez pas, je m'appelle Ecologia et dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. On est parti! Pour comprendre ce qu'est la Grande Muraille Verte, il faut remonter un peu dans le temps. Plus précisément en 2007. Cette année-là, le film Ratatouille sort au cinéma, le premier iPhone est disponible en France et tout le monde râle parce qu'il coûte 400 €, et Nicolas Sarkozy se fait de nouveaux amis. Si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un phénomène bien moins réjouissant qui prend de l'ampleur. La désertification du Sahel. Alors la désertification, c'est un processus qui transforme progressivement des terres fertiles en territoires arides et stériles, où la végétation disparaît et où les sols se dégradent, rendant impossible toute forme de culture ou toute forme de vie. Et pour des populations vivant principalement d'élevage et d'agriculture, cette situation est tout simplement catastrophique. Et il y a un autre problème lié à la désertification, c'est que l'air environnant devient de plus en plus sec et chargé en poussière, ce qui fait qu'il devient irrespirable. Face à cette menace, une idée prend forme, presque utopique dans son ambition, et si on construisait un mur? Un vrai mur d'arbres, un vrai rempart vivant pour lutter contre cette avancée du désert. L'objectif est clair, planter des arbres, et beaucoup, sur une bande de 8000 km et traversant 11 pays de la côte ouest avec le Sénégal jusqu'à la côte est avec Djibouti. Et pour mener à bien ce projet, il y a un acteur clé qui entre en scène en 2010, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Créée par l'Union africaine, c'est cette agence qui est officiellement mise en place pour coordonner les efforts entre les pays concernés. L'idée derrière, c'est de ne pas laisser ce projet à l'initiative d'un seul pays, mais bien de fédérer un maximum d'acteurs autour de cette cause. Et au-delà de la coordination, l'agence panafricaine, elle a aussi pour mission de mobiliser des ressources techniques ou financières, comme des experts ou des fonds, pour mener à bien ce projet sur le long terme. Ce qui est important à souligner, c'est que la Grande Muraille Verte, c'est un excellent exemple de projet de développement durable. Et lorsque l'on parle de durabilité, on ne va pas uniquement parler de ce que ce projet va permettre en matière de biodiversité, donc en matière d'environnement, mais bien des 3 piliers de la durabilité, à savoir l'environnement, comme on vient de le dire, le social et l'économie. Ces 3 piliers font véritablement sens dans ce projet et on va voir à travers cette vidéo qu'ils sont interdépendants. Du coup, cette Grande Muraille Verte, elle est bien sympa, mais à quoi elle ressemble? Ou à quoi elle ressemblera vraiment? Alors premièrement, même si le terme mur est largement répandu, le but c'est pas de faire barrage. Martine Ossert, directrice de recherche au CNRS, utilise un terme que je trouve bien plus parlant et réaliste pour décrire ce mur végétal. Elle parle de mosaïque. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde l'avancée du projet, et notamment au Sénégal, on se rend compte que le terme mosaïque fait beaucoup plus sens avec ces îlots de végétation. On a donc compris que la Grande Muraille Verte est un rempart contre la désertification, mais pourquoi est-elle si essentielle? Pour comprendre à quel point la Grande Muraille Verte est essentielle, il va falloir décortiquer les impacts énormes qu'a la désertification sur les plans environnemental, économique et social. Premièrement, sur le plan environnemental, la désertification ne se contente pas uniquement d'avaler les terres, elle modifie aussi le climat. Moins de précipitations signifie des rivières plus souvent à sec, une baisse de la biodiversité et une pression sur les écosystèmes locaux. C'est tout simplement un cercle vicieux où le désert s'auto-alimente. Et ce n'est pas tout. À force de n'avoir que des terres arides, les populations n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers d'autres types d'activités, puisqu'il n'est plus possible de faire pousser quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle plusieurs populations se tournent vers l'élevage de petits ruminants, comme l'élevage de chèvres par exemple. Enfin, au niveau social, la désertification pousse les populations locales à migrer vers d'autres régions pour chercher de meilleures conditions de vie, et ce déplacement souvent forcé fragilise les liens communautaires et engendre des tensions dans les zones d'accueil. Mais tout n'est pas perdu. Même si on a compris que la désertification a des impacts environnementaux, économiques et sociaux, la Grande Muraille Verte a pour but de contrer ces effets négatifs. Pour cela, on utilise au sein de la Grande Muraille Verte des choix de plants ultra réfléchis, comme le Faidherbia albida, un arbre qui absorbe du CO2, bien sûr, mais qui protège les sols et qui crée des microclimats favorables à la régénération de la vie.
En clair, c'est une vraie barrière vivante contre la désertification, et c'est ce qu'on va voir à travers un exemple dans la prochaine partie. Alors il faut savoir que la Grande Muraille Verte, c'est pas le premier projet de lutte contre la désertification. En effet, dans les années 70, l'Algérie a déjà tenté un projet ambitieux de muraille verte, surnommé le barrage vert. Celui-ci consistait principalement à planter des pins d'Alep sur une vaste étendue pour lutter contre la désertification. Cependant, ce choix était inadapté. En fait, les pins ont été plantés en monoculture, ce qui fait qu'ils ont été rapidement ravagés, puisqu'il leur manquait une diversité écologique nécessaire à leur survie. La Grande Muraille Verte, initiée des décennies plus tard, a appris de cet échec. Au lieu de dépendre d'une seule espèce comme l'a fait l'Algérie dans les années 70, elle mise sur la plantation de plusieurs variétés d'arbres adaptés aux conditions locales. On retrouve ainsi des espèces comme le Faidherbia albida, dont on a déjà parlé, ou encore le baobab, qui sont connus pour leur résilience et leur capacité à améliorer les sols. Et dans ce projet, il y a un bon élève, et c'est le Sénégal. C'est l'un des pays les plus avancés dans le projet puisqu'il plante environ chaque année 2 millions de plants avec un taux de survie de 50%. Les arbres survivants mettent ensuite 6 à 8 ans pour devenir adultes et jouer leur rôle de coupe-vent naturel. J'ai interrogé l'anthropologue Gilles Boetsch pour me parler en détail de ce cercle vertueux de la Grande Muraille. Quand vous refaites un couvert forestier, vous changez beaucoup les paramètres de l'environnement. C'est-à-dire que vous allez mettre plus d'ombre. Donc il y aura moins de soleil qui frappera moins le sol. Donc les herbes vont mieux pousser. S'il y a plus d'herbes, il y aura plus d'insectes, il y aura plus d'oiseaux. Vous voyez, vous refaites l'écosystème. Bon, on a parlé des aspects négatifs et des aspects positifs de la Grande Muraille Verte, mais il est temps de faire un petit reality check pour savoir ce qui se passe vraiment sur le continent africain en 2024. Sur le papier, le principe de la Grande Muraille Verte inspire et fait rêver. Et c'est vrai, l'initiative de la Grande Muraille part d'une intention louable. Cependant, sur le terrain, sa mise en œuvre se révèle bien plus complexe que prévu. Premier obstacle et pas des moindres, le financement. Si les promesses de soutien notamment de la Banque mondiale et des organisations internationales atteignent des sommes impressionnantes, 19 milliards de dollars annoncés lors de la COP26, une grande partie de cet argent tarde à arriver sur le terrain. Et même quand il arrive, il se perd parfois dans les méandres administratifs de 11 pays différents avec des besoins qui varient énormément. Résultat, seulement 20% des objectifs initiaux ont été réalisés en 2024. Et lorsqu'on regarde la presse et les articles mentionnant la Grande Muraille Verte, c'est vraiment la lenteur de ce projet qui ressort et qui est pointée du doigt. Mais le financement n'est pas la seule raison qui explique ce retard dans le reboisement. Il y a une deuxième raison et principale, ce sont les conflits internes des pays concernés. Parmi les 11 pays traversés par la Grande Muraille, 4 sont en proie à des crises majeures. Le Tchad, le Mali, le Soudan et le Niger. Ces zones de tension marquées par des instabilités gouvernementales et des violences terroristes rendent toute action de plantation quasi impossible. Et pour le moment, dans ces pays, la Grande Muraille Verte est au point mort. En clair, ce projet monumental, bien qu'indispensable, se heurte à une réalité complexe. Gérer un écosystème, c'est déjà compliqué, mais coordonner 11 pays avec des enjeux financiers, sociaux et politiques différents, c'est un vrai parcours du combattant. Toutefois, des organisations se mobilisent pour créer des actions locales. Un petit exemple que j'aime beaucoup, c'est l'association Tri-Aid qui s'est associée avec le Comité international olympique pour faire pousser une forêt olympique entre le Mali et le Sénégal. Le projet a pour objectif de cultiver plus de 589 000 arbres dans le cadre de la Grande Muraille Verte, et ces arbres sont capables de piéger 200 000 tonnes de CO2 sur 25 ans. Pour conclure cette vidéo sur la Grande Muraille Verte, avec seulement 20% des objectifs réalisés, les journalistes et les experts restent sceptiques quant à sa finalisation en 2030. 20% c'est une avancée, mais ça reste insuffisant selon certains face au changement climatique, et surtout que cette Grande Muraille avance de manière inégale selon les pays. Le plus important est de garder en tête que l'avancée de ce projet se fera par des initiatives locales, comme avec la forêt olympique dont on a parlé, mais aussi par la coordination des 11 pays. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les enjeux et les défis de la Grande Muraille Verte. C'était un vrai plaisir pour moi de la tourner. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner et à laisser un like. C'était Ecologia. Merci d'avoir suivi cette vidéo.